Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des ordinals. C'est un sujet qui nous a énormément été demandé ces derniers temps. On en entend de plus en plus parler sur YouTube et j'ai décidé de faire venir Mickaël là, sur cette vidéo pour en parler ensemble puisqu'il a un background plus technique que moi et il va pouvoir sans doute nous éclairer un peu plus, notamment sur le stockage des NFT puisqu'il y a quand même pas mal d'informations qui circulent sur Internet et souvent, c'est pas forcément des informations de très bonne qualité. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler des ordinals, à quoi ça sert, est-ce que finalement c'est une révolution? Est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi qui sont inhérents aux ordinals? On n'a pas la prétention d'avoir, encore une fois, la science infuse ni quoi que ce soit là-dessus, mais en tout cas, on va essayer de vous partager de la manière la plus objective possible notre vision à ce sujet, les risques potentiels qu'on pourrait entrevoir avec l'adoption, par exemple, de ces nouvelles technologies sur Bitcoin, et est-ce que réellement ça a un plus-value pour la blockchain Bitcoin ou finalement si on va plutôt se ranger du côté des personnes qui pensent que ça pourrait plutôt nuire à la proposition de valeur du Bitcoin, qui est tout simplement celui de la réserve de valeur 2.0 ou l'or digital 2.0. Donc tu vas peut-être commencer, Mickaël, pour présenter rapidement ce que sont les ordinals, à quoi ça sert, rapidement pour expliquer pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, pour qu'ils puissent avoir une vision un petit peu plus objective du sujet, quoi. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement technique, donc il faut essayer de le décomplexifier au maximum pour débuter. Alors, un ordinal, c'est un artefact numérique. Je ne vais pas parler de NFT exprès, parce qu'en fait, un artefact numérique, c'est quelque chose qui doit être immuable, qui doit être sur la blockchain, sans restriction et qui doit être décentralisé. Parce que ce n'est pas le cas de tous les NFT, et on verra pourquoi, parce qu'en fait, on va surtout parler du stockage qui va poser problème sur ces éléments-là. Mais comment, en fait, les ordinals sont arrivés sur la partie blockchain Bitcoin? C'est quelque chose qui est assez récent. C'est Casey Rodarmor qui a apporté ça en janvier 2023. Et il s'est aperçu que en utilisant une certaine mise à jour qui s'appelle Segwit, qui permet d'augmenter la taille des blocs de Bitcoin de 1 méga à 4 mégas, il était possible de stocker dans une partie du bloc certaines informations et donc potentiellement une image. Parce que là, on a une certaine taille qui est disponible, un certain emplacement qui est disponible. Et il s'est également aperçu qu'en fait, cette partie-là était une partie qui coûtait beaucoup moins cher en termes de frais de transaction. Parce que si jamais vous voulez remplir un bloc Bitcoin, il y a une partie où vous avez les transactions qui va coûter un certain montant en termes de frais pour pouvoir passer le bloc sur la blockchain. Et après, vous avez des données qui sont additionnelles, ce qu'on va appeler en général un peu des métadatas. Là, c'est globalement pour stocker la partie signature. Et bien dans cette partie-là, on peut stocker autre chose qu'une signature. On peut stocker par exemple une image, une vidéo ou un son. Et c'est un petit peu comme ça que sont nés directement les ordinals. Alors c'est pour ça que je ne parle pas vraiment de NFT parce que ces données sont uniquement sur la blockchain et ils sont limités en termes de taille. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Bien sûr, ça a été possible grâce à l'arrivée de Segwit et après également de Taproot qui a intégré d'autres complexes. Mais en fait, cette notion d'information qu'on va mettre directement sur un coin, elle n'est pas nouvelle en fait, parce que les colored Bitcoin, ça existe déjà depuis vraiment longtemps. Donc, on ajoutait ce qu'on appelle des codes ASCII, donc ce sont des lettres ou des slash pour arriver à former un dessin, et on les attribuait à un coin en particulier. Là, l'idée, c'est de descendre au niveau du Satoshi, donc 1/100 millionième, et on va prendre son numéro d'identification depuis lequel il a été créé pour pouvoir avoir un identifiant unique, et on va lui rattacher des données. Sauf que ces données, elles ne sont visibles que si vous avez un portefeuille qui est capable de lire ces données-là. Et c'est là où il y a un peu un problème avec cette nouvelle technologie, c'est qu'en fait, Segwit n'est pas une mise à jour qui est utilisée par tout le monde, elle est utilisée uniquement par certaines personnes. Et d'avoir des blocs qui sont remplis en permanence par des données complémentaires, bah, ça va avoir un impact qui va être majeur sur l'ensemble du réseau. Et ça, sur le très long terme. Et donc, Thibaut, est-ce que tu peux nous montrer les graphiques que tu as trouvés, justement pour montrer cette évolution de la taille des blocs et l'impact que ça a pu avoir, justement, les ordinals sur les blocs de Bitcoin? Ouais, je vais partager mon écran. Hop. Tu vas me dire si... C'est bon, on voit mon écran? Bon, ouais. Ouais. Donc, comme l'a dit Mickaël, avec Segwit, qui est un soft fork, donc qui n'est pas une mise à jour obligatoire, on est passé de 1 MB jusqu'à 4 MB avec le bloc de Segwit. On a, avec la mise à jour Segwit, on a ici les données principales qui sont ici représentées en gris et ici la partie données témoins ou segregated witness data qui est principalement là utilisée pour lancer tout simplement les ordinals. La mise à jour Segwit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un soft fork, donc qui n'est pas une mise à jour obligatoire, mais on voit qu'il y a une adoption de plus en plus importante de cette nouvelle mise à jour, avec un nombre de transactions qui passent par Segwit de plus en plus importante comme ça avec le temps. On voit là, c'est
un graphique qui sort directement de Glassnode avec la limite de 1 MB. Et on voit qu'avec la mise à jour de Segwit, on a une augmentation de plus en plus importante, en tout cas, de cette mise à jour Segwit, et donc une taille des blocs moyenne de plus en plus importante avec cette adoption de cette nouvelle mise à jour, avec une hausse assez significative ces derniers temps, avec justement l'arrivée des ordinals. Il faut savoir que les ordinals, comme l'a dit Mickaël un peu plus tôt, ça a été possible d'être mis en place à la fois avec Segwit, mais également aussi avec Taproot. On avait fait une vidéo complète sur cette mise à jour, et comme avec Segwit, justement, on a une augmentation de plus en plus importante de cette mise à jour, en tout cas en termes d'utilisation au fur et à mesure du temps, avec une forte utilisation là sur février 2023, avec l'arrivée justement des ordinals. Il faut savoir qu'avec les ordinals, il y a plusieurs termes qu'il faut que vous connaissiez en amont, parce qu'on ne va pas forcément les redécrire par la suite, mais c'est des termes que vous serez amenés à retrouver sur Internet. Il y a ce qu'on appelle l'ordinal théorie. Donc là, pour le coup, c'est ce qu'a dit Mickaël, on va numéroter tous les Satoshi qui existent à l'heure actuelle. Chaque billet de banque, il faut savoir qu'ils sont notés avec un numéro de série, et chaque Satoshi, là, se verra attribuer un numéro de série en fonction de sa date de création. On a aussi ce qu'on appelle les ordres. Donc ça, c'est le portefeuille en fait des ordinals. Donc pour utiliser, stocker et transférer les ordinals, il doit être connecté à un nœud Bitcoin Core pour tracer tout simplement les Satoshi. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les inscriptions. Donc là, c'est une transaction qui va être effectuée sur le réseau Bitcoin Ord et qui permet d'associer le numéro de série d'un Satoshi et de l'autre d'une donnée arbitraire injectée dans une transaction Bitcoin. Celui qui possède le Satoshi possède le fichier correspondant. On sera amené pareil à l'évoquer un peu plus tard au niveau du stockage des NFT, mais ça peut prendre sous forme d'une image, d'une musique, d'une vidéo, avec les problématiques que ça peut engendrer. Donc je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Mickaël, avant de passer peut-être sur les... Il y a effectivement, comme tu disais, les problématiques de taille tout d'abord, parce que là tu parlais des blocs de 4 mégas. Dans 4 mégas, on a une partie, on peut mettre par exemple une photo, un peu de musique. Une vidéo, ça reste quand même extrêmement complexe. Après, les NFT, c'est pas une notion qui est nouvelle en fait sur le réseau Bitcoin. Et c'est pour ça que je parlais d'artefacts numériques pour les ordinals. Et là, on va parler plutôt de NFT, donc une technologie qui est beaucoup plus large. En fait, il y avait deux technos qui permettaient de faire ça déjà sur le réseau Bitcoin. On avait Counterparty et on avait Stacks, qui est ni plus ni moins que, on va dire, une L1,5. C'est pas une L2, c'est une L1,5 parce qu'elle utilise la sécurité du réseau Bitcoin, mais apporter des technologies pour créer des contrats intelligents dessus. Donc, ce qui a permis le développement justement des premiers NFT, qui n'étaient pas forcément non plus trop optimisés, mais ça permettait déjà d'apporter cette nouvelle technologie-là. Donc, pour moi, je ne voyais pas forcément l'intérêt d'aller saturer des blocs Bitcoin. Et comme tu montres, il y a une certaine évolution. Et en fait, cette évolution des blocs qui se retrouvent de plus en plus saturés, elle va arriver à être transmise à travers différentes propositions qui vont être faites. Et en fait, ça fait déjà plusieurs années que les personnes se posent la question de s'il faut augmenter ou non la taille des blocs Bitcoin pour pouvoir ajouter un maximum d'informations et pour pouvoir, on va dire, permettre aux gens de pouvoir avoir des transactions qui sont peut-être plus rapides et qui sont plus viables sur le long terme. Le problème d'augmenter la taille des blocs, c'est qu'on fait exploser la taille du réseau, exploser les modes de traitement, exploser les machines qu'il faut pour arriver à traiter l'ensemble de ces informations-là. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément une solution à long terme, en fait, de dire on va stocker des informations de cette qualité-là, parce qu'une image, c'est quand même un certain nombre d'informations sur le réseau Bitcoin et de cette manière aussi native, aussi basse en tout cas, dans l'écosystème. Je ne sais pas, Thibaut, ce que tu en penses sur cet aspect-là. Après, on parlera du stockage, les NFT sur la partie de Ethereum et autres. Mais moi, pour l'instant, je suis quand même assez dubitatif sur ces ordinals, puisqu'en fait, on a l'impression que ces fonctionnalités, comme tu dis, de NFT, et on verra après comment c'est stocké principalement sur Ethereum, mais on a l'impression que les bitcoiners sont en train de redécouvrir en fait quelque chose qu'on avait déjà de très présent sur les autres blockchains, avec les problématiques que ça pouvait engendrer. En tout cas, ce qui est mis en avant avec les ordinals, c'est de dire que les ordinals, d'ailleurs, on ne les appelle pas les NFT, on l'appelle des digital artefacts, c'est pas pour rien, parce que justement, c'est la propriété, en tout cas, qui est mise en avant, c'est de se dire que tout ce stockage se fait on-chain avec la décentralisation, la résistance à la censure, la sécurité inhérente à la blockchain principale, notamment Bitcoin, alors que pour les autres, tout simplement NFT, c'est pas forcément le cas. Il y en a une partie qui peut être stockée, par exemple, en hors ligne, même si on verra que c'est peut-être pas forcément comme ça véritablement que ça se passe, mais en tout cas, il y a des limites aux NFT à l'heure actuelle et on essaye de mettre en avant les ordinals en montrant qu'aujourd'hui,
on a la capacité de pouvoir tout stocker, ces digital artefacts directement on-chain avec la blockchain Bitcoin, avec les nouvelles propriétés que ça pourrait engendrer. Donc, il y a des avantages, des inconvénients comme à chaque fois. Moi, ce que j'ai pu retrouver jusqu'à maintenant, c'était de se dire, les problèmes, c'est que si on a le côté immuabilité, bah, par exemple, stocker un peu des immondices sur Bitcoin ou des images pédopornographiques, est-ce que ça peut poser des problèmes, sachant que d'un côté, ça avait déjà été effectué, je crois, il y a quelques années en arrière, avant même les ordinals, mais c'est une question qui peut être amenée à se poser, ou en tout cas, c'est des informations qui sont remontées par les détracteurs aujourd'hui des ordinals, de se dire, bah, si on n'a pas la possibilité de modifier ces digital artefacts, bah, on peut stocker tout et n'importe quoi sur la blockchain. Ça peut augmenter de manière forte et de manière significative les frais de transaction, et donc peut-être entraîner des temps de validation, peut-être pour ceux qui n'auront pas la capacité de payer des frais trop importants ou de faire les transactions, on va dire, classiques, qui est la valeur, la vraie valeur en fait de Bitcoin. Son principale. Voilà, c'est ça, son utilisation principale, de se dire, bah, en fait, on va altérer son utilisation principale, puisqu'il y a une bonne partie de l'utilisation des blocs qui sera utilisée pour les ordinals et pas pour valider des transactions classiques. La taille de la blockchain aussi, parce que ce qui fait l'une des propriétés de Bitcoin, c'est de pouvoir gérer et utiliser son propre nœud, faire son propre nœud. Aujourd'hui, tout le monde a la capacité de télécharger l'intégralité de la blockchain Bitcoin et de faire son propre nœud, parce que c'est pas encore énorme, on va dire, en termes de stockage et en termes de gestion. Après, il y a certains modèles qui montrent, avec les limites aussi que ça présente, mais de dire que lorsqu'on mettra les ordinals et si on commence à stocker un peu tout et n'importe quoi on-chain sur Bitcoin, comme tu l'as dit, il y aura une augmentation éventuellement peut-être de la taille des blocs, où on aura des difficultés à faire les transactions qu'on veut, et ça va augmenter aussi in fine un peu la taille de la blockchain, et donc des difficultés pour que tout le monde puisse gérer tout simplement aussi son propre nœud. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui est remonté de la part des détracteurs. Je ne sais pas si tu voulais déjà rebondir un peu là-dessus. Justement, c'est qu'en fait, si on regarde l'historique et on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur Ethereum, parce que bien sûr, les données, elles ne sont pas forcément toutes stockées on-chain sur la partie NFT. Il y a une autre partie, on en parlera juste après. Mais quand on voit l'explosion des frais de transaction qu'il y a eu, parce que les blocs ils étaient saturés, parce qu'on essayait de passer un maximum d'informations sur chaque bloc, bah, j'ai un peu peur, en tout cas, que moi, Bitcoin se retrouve dans la même problématique, sachant qu'on a tant de blocs qui sont de 10 minutes, contrairement à Ethereum où c'est quelques dizaines de secondes. Et donc, on se retrouve à avoir des choses qui sont saturées parce que certaines personnes vont se mettre à faire du trading d'ordinals, en fait. C'est un peu la crainte que j'ai, et de se retrouver avec une blockchain qui va être extrêmement lente, extrêmement lourde, parce que certaines personnes seront amusées à faire ce genre de choses. Et après, effectivement, la partie immuabilité, elle est extrêmement importante. Quand on parle de données qui sont vouées à rester sur les 100 prochaines années, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait tout et n'importe quoi qui soit inséré dans une blockchain. Et du coup, tu vois, tu as un peu les deux cas de figure. Tu as ceux qui considèrent que Bitcoin, ça doit être uniquement vu comme une véritable monnaie ou pour préserver de la valeur. Et puis de l'autre côté, tu as ceux qui vont dire en fait que Bitcoin, ça serait le hub pour protéger tout ce qui présente de la valeur. Et donc, quand on dit tout ce qui présente de la valeur, ça peut être, tu vois, les ordinals, donc les digital artefacts ou tout un tas d'autres applications qu'on pourrait créer sur Bitcoin. Je sais pas si toi, à titre personnel, tu te situes plus d'une catégorie plutôt que d'une autre. En fait, pour moi, c'est pas la même proposition de valeur. C'est un petit peu comme si demain, je sais pas, Google se mettait à fabriquer des bateaux et que Tesla se mettait à fabriquer des avions. C'est pareil, ils ont chacun des secteurs en fait privilégiés. Il vaut mieux qu'ils restent dans leurs compétences. Bitcoin est là pour faire une réserve de valeur et pour permettre d'avoir un système d'échange sur la planète qui ne soit pas censuré. Et Ethereum est là pour apporter des smart contracts et apporter justement cette haute technologie-là. Et aujourd'hui, il faudrait voir la sécurité du réseau et celle d'Ethereum, celle du réseau Bitcoin, celle du réseau Ethereum, et voir sur long terme comment elles vont évoluer. Mais il y a une sécurité qui est relativement intéressante sur le réseau Ethereum et une sécurité qui est quand même relativement intéressante sur le réseau Bitcoin. Et je pense qu'elles n'ont pas les mêmes apports, en tout cas, et qu'elles n'ont pas vocation à faire la même chose. Et donc, d'essayer de croiser les deux pour trouver, on va dire, le meilleur parti, c'est pas forcément une bonne solution. Demain, si les personnes se disent bah, Ethereum, c'est une réserve de valeur, bah, c'est pas sa fonction première, en fait. Et pour moi, Bitcoin, sa fonction première, c'est pas d'aller faire du smart contract, en fait. Donc oui, on peut rajouter des L2, on peut rajouter des couches supplémentaires et autres, mais aller s'insérer au plus bas de la blockchain pour coller des données complémentaires parce que dans une mise à jour, il y en a un qui s'est aperçu qu'on pouvait bourrer des données à certains endroits pour pas cher, bah, je trouve ça pas exceptionnel, en fait. Voilà. En tout cas, c'est ma vision des choses. Moi, je prends vraiment l'aspect technique et l'aspect philosophique. Et pour moi, il y a des choses qui sont séparées et il faut qu'elles restent séparées si on veut avoir une belle évolution et en tout cas avoir des cryptos qui évoluent sur le long terme correctement, en fait. Il ne faut pas tout mélanger.
Ouais, tu vois, moi, je suis un peu comme toi aussi, c'est-à-dire que d'un côté, je me dis ce qui a fait la notoriété et la Bitcoin, en fait, telle qu'on connaît aujourd'hui, et ce qui a fait sa réussite, c'est justement parce qu'on s'est focalisé sur une seule et unique chose qui fait très bien. La réserve de valeur, le fait d'en avoir 21 millions et pas un de plus, on connaît la politique monétaire, etc. etc. Oui, il n'y a pas autant d'innovation que ce qu'on pourrait avoir sur d'autres plateformes comme Ethereum ou autres, mais encore une fois, je pense comme toi que ce n'est pas forcément sa fonction première. Mais d'un côté, tu as ceux qui disent que Bitcoin, vu que c'est du code, que c'est la blockchain qui est la plus utilisée, la plus médiatisée, celle avec le plus de communauté, on a la capacité de prendre les mises à jour et ce qui fonctionne ailleurs pour l'implanter sur Bitcoin. Et c'est là où je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, même s'ils ont arrivé, ils ont réussi à implémenter les prémices de smart contract ou d'une certaine DeFi sur Bitcoin, on voit qu'il n'y a pas du tout le même niveau d'adoption que ce qu'on est capable de retrouver ailleurs sur d'autres blockchains. Et c'est là que je te rejoins aussi, c'est de dire là où on est bon, c'est où on est spécialisé sur une proposition de valeur. Et c'est pareil un peu le problème qu'on voyait avec Ethereum, c'est qu'au début, Ethereum, c'était, et puis leur schéma narratif a changé, tu vois, au départ, c'était l'ordinateur mondial, après, ça a été le fondateur, enfin, la création d'une plateforme pour créer des DAO, et puis c'était avant The DAO, avant que ça se fasse hacker. Là, maintenant, c'est une plateforme pour créer tout un tas d'applications décentralisées avec des smart contracts, etc. Et on voit que ça commence à marcher. Mais il y a un autre schéma narratif qui arrive sur Ether, c'est de dire l'ultra sound money, en disant bah, Bitcoin, on considère que c'est une sound money, donc une super monnaie avec des propriétés véritablement de monnaie, de réserve de valeur, parce qu'on aurait une politique monétaire connue, des épisodes de halving tous les 4 ans, jusqu'à arriver à un cap maximum et max supply de 21 millions. Pour l'Ether, ils disent, bah, nous, on sera une ultra sound money, puisque non seulement nous, on n'aura pas, entre guillemets, le cap de Bitcoin, mais on aura une monnaie qui sera déflationniste, donc on va continuer d'avoir de moins en moins d'Ether au fur et à mesure du temps. Et c'est là, je trouve, en fait, il y a un peu une guéguerre entre les deux communautés, de dire, bah, toi, tu t'attaques le secteur de la réserve de valeur, bah, nous, on va faire ça mieux que toi, alors qu'en fait, non, la proposition de valeur de l'Ether, enfin, moi, en tout cas, quand j'utilise l'Ether, c'est pas pour les mêmes propriétés que ce que j'utiliserais, en tout cas, pour Bitcoin. Tu vois, Bitcoin, je le vois vraiment comme la machine un peu lente, peut-être un peu vieille d'un point de vue technologique, on peut être amené à échanger un peu dessus, parce qu'aujourd'hui, il y a des blockchains qui sont nettement plus, je pense, efficaces en termes de frais et tout ce qu'on évoque depuis le départ, mais il n'y a pas le même historique, il n'y a pas la même communauté, il n'y a pas la même résilience du système. Et moi, si j'utilise Bitcoin, c'est vraiment pour le côté réserve de valeur, tu vois. Si j'utilise l'Ether, c'est pour la DeFi, c'est pour les NFT, c'est pour les applications décentralisées, c'est pour tous ces trucs-là. Et j'entrevois un certain risque où on commence à mélanger un petit peu les propositions de valeur de tout et à chacun, parce qu'aussi, ça peut rajouter des bugs qu'on n'aurait pas peut-être identifié, tu vois. Je crois que le bug de 2018 qui avait été trouvé par un développeur de Bitcoin Cash a été divulgué au grand jour avant qu'il soit utilisé. C'était un bug, je crois, d'inflation de Bitcoin. Bah, ça, pareil, tu vois, on l'a trouvé, mais ça avait été implémenté, je crois, avec l'une des dernières mises à jour. Je crois qu'à l'époque, c'était avec Segwit. Et je me dis, bah, si on implémente des nouvelles mises à jour ou qu'on commence à rajouter des nouvelles strates, de la complexité à un système qui est déjà complexe, ça peut rajouter des bugs et on peut arriver à des mauvaises surprises, alors qu'on est déjà sur un système qui fonctionne bien sur Bitcoin. Pour moi, la proposition de valeur, je suis un peu comme toi, je ne la vois pas forcément là-dessus, quoi. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Non, mais surtout, si on a d'un point de vue technologique, c'est qu'en fait, le bug Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes. Donc, pour faire la DeFi, c'est juste infernal, en fait. Tu ne pourras pas passer de transaction. Et après, le code sous-jacent, le script, ça n'a pas été pensé pour, en fait, faire de l'évolution et créer des applications décentralisées. Tout ce que tu retrouves sur Solidity, ça a été pensé pour, en fait. Et c'est un petit peu ça, c'est qu'il faut regarder d'un point de vue technologique, il faut rester sur des fondamentaux. Et je pense que le Bitcoin a son histoire à faire. Oui, il faut lui apporter des mises à jour assez régulières pour optimiser ton transaction, pour organiser les transactions, pour améliorer l'expérience utilisateur sur le réseau Bitcoin et améliorer l'adoption, mais pas pour essayer de gratter des parts à un autre coin qui ne joue pas dans la même catégorie. Et après, effectivement, comme tu dis, quand on entend Ethereum qui se dit « Ok, on va devenir déflationniste juste pour faire une réserve de valeur », bah, en fait, c'est pas forcément une bonne chose. Vous avez besoin d'un jeton, d'un coin qui est très liquide, justement, pour pouvoir faire fonctionner les applications décentralisées, pour pouvoir faire fonctionner tous les écosystèmes qui vont venir un peu se plugger dessus. Il ne faut pas se retrouver avec 21 millions d'Ether.
ça serait inutilisable en fait. Ça serait complètement se bloquer le réseau Ethereum et on se retrouverait avec des frais de gaz qui seraient astronomiques. Et donc, il n'y aurait pas forcément de logique à ça. Et donc, effectivement, je pense que chaque projet a sa valeur à apporter et il faut qu'elle reste dans sa catégorie. Et c'est extrêmement important de rester dans ces éléments-là en fait et de ne pas tout mélanger. Parce que, voilà, comme je disais, hein, si demain Apple se met à faire la même chose que Tesla ou autre, on se retrouve avec des sociétés qui finalement n'ont plus de vraie valeur ajoutée parce qu'elles sont expertes dans un domaine. Après, moi, il y avait 2-3 infos que je voulais partager aussi à l'écran avant qu'on rentre dans le côté stockage des NFT. Tac. C'était pour corroborer un peu les infos que j'avais présentées un peu plus tôt, notamment pour là la taille moyenne des différentes transactions. Sur Glassnode, on voit qu'avec l'apparition des ordinals, en fait, la taille moyenne des transactions a augmenté, puisqu'à l'intérieur, il n'y a plus que juste des transactions classiques. On a rajouté tout un tas de données qui sont liées aux ordinals et aux digital artefacts. Là, il y avait une autre information aussi de Glassnode qui montrait que, au départ, on n'était pas forcément sur ces périodes-là sur une saturation des blocs, mais qu'avec l'arrivée des ordinals sur février 2023, on a commencé à se rapprocher fortement entre 80 et 90% du taux de saturation des blocs, ce qui peut poser pas mal de problèmes, notamment sur les mempools. Donc les mempools, c'est lorsque vous envoyez une transaction sur le réseau Bitcoin et qu'elle n'est pas tout de suite validée, elle se situe en fait dans la mempool. Et ce qu'on remarque, c'est qu'avec l'arrivée des ordinals, la taille le nombre de transactions qu'on retrouve dans la même pool a énormément augmenté, puisque forcément, ça a augmenté les frais de transaction, ça a incité les gens, lorsque même ils voulaient juste effectuer une transaction sur le réseau Bitcoin, de mettre des frais plus importants, puisque la majorité de ces frais et de l'augmentation des frais a été mis en place avec l'arrivée des ordinals. Donc, admettons qu'il faille, je ne sais pas, 10 € ou 5 € pour faire une transaction avec les ordinals, j'ai aucune idée des frais là-dessus. Si demain, vous faisiez à la base des transactions sur Bitcoin pour quelques centimes, le prix pour valider une transaction a énormément augmenté avec l'arrivée de ces digital artefacts, ce qui fait que la majorité, une grosse partie en tout cas de nouvelles transactions se retrouvent bloquées au niveau de la mempool. Et c'est ce qu'on a pu voir comme avec la recherche là, de Glassnode que je vous mets à l'écran. Et pareil, là, on voit qu'au fur et à mesure du temps, depuis qu'on a vu arriver la mise en place des ordinals, le nombre d'inscriptions, donc les inscriptions, c'est les infos, c'est ce que je vous avais montré un petit peu plus tôt là ici, hein. Les inscriptions, c'est la transaction justement qui est effectuée sur le wallet Bitcoin, qui permet d'associer le numéro de série d'un Satoshi et de l'autre donnée arbitraire injectée dans une transaction Bitcoin. Celui qui possède le Satoshi possède le fichier correspondant, et parmi les fichiers qui sont présentés et qu'on pourrait stocker en fait sur les digital artefacts comme ceux qu'on vous a évoqués un peu plus tôt, ça peut être des images, ça peut être des audios, des vidéos, des textes, etc. Moi, j'ai quand même pas mal de doutes sur les vidéos. Tu peux peut-être me corriger, Mickaël, mais je me dis, si demain, vu la taille des blocs, vu les informations que ça demande et vu la capacité qu'a Bitcoin pour pouvoir stocker les infos, si demain, on commence à stocker véritablement des vidéos et pas juste des petits JPEG ou des petites images comme celles qu'on retrouve aujourd'hui sur les ordinals, est-ce que déjà Bitcoin serait capable de le faire, ou est-ce que ça poserait pas encore plus de problèmes que ceux qu'on est déjà en train de voir apparaître petit à petit, quoi? Ça poserait pas plus de problèmes parce qu'en fait, il y a la taille du bloc qui est limitée. On peut pas le faire déborder le bloc. Et en fait, une vidéo de 4 mégas, il faut déjà la trouver parce qu'aujourd'hui, avec la plupart des systèmes qu'on a en 720p, en 1080, les vidéos, elles font tout de suite plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mégas assez rapidement. Et là, ce qui est assez drôle, c'est quand on regarde le graphique, en fait, on s'aperçoit que beaucoup de personnes ont stocké du texte et un peu d'images. C'est-à-dire qu'ils sont vite aperçus qu'en fait, la taille des blocs, on ne pouvait pas mettre tout et n'importe quoi dedans parce qu'on était beaucoup trop limité. Donc, c'est là aussi où ils s'aperçoivent que finalement, le stockage on-chain, ça a des gros inconvénients. Et c'est aussi pour ça que sur Ethereum, du stockage on-chain, il y a eu très peu de projets qui l'ont fait, sans parler des frais de gaz qui sont astronomiques sur Ethereum quand on fait ce genre de choses. Mais voilà, c'est pour ça que ce n'est pas viable pour moi de mettre de la vidéo dessus. Et sans parler en plus de ce qu'on peut retrouver dans les vidéos qui seraient aussi graves de ce qu'on peut retrouver dans certaines images. Mais pour moi, je pense que c'est un petit peu un effet de mode où certaines personnes vont commencer à inscrire des mots, ils vont inscrire leur pseudo, ils vont inscrire leurs choses, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes, où ils vont inscrire certaines données, un petit peu comme avait pu le faire, comme on disait, hein, dans les codes Bitcoin. Mais on va s'arrêter là, en fait. Ça va être peut-être un effet de mode. Il y a certaines personnes qui vont faire un peu de trading avec. Mais pour moi, ce n'est pas une avancée technologique qui a vocation à perdurer et à apporter plus de valeur que ce qu'on peut retrouver actuellement sur Ethereum. Ouais, d'accord, ok. D'ailleurs, c'est ce que tu disais, tu vois, on voit que la plupart des inscriptions qui étaient présentes dessus, c'était des trucs simples, hein. C'était tout simplement des images, et en effet, pas forcément des vidéos, parce que
ou des audios, parce que c'est relativement lourd en fait en termes d'espace de stockage. Après, l'autre bémol qui est souvent fait remonter par les détracteurs des ordinals, c'est de dire aujourd'hui la grosse plus-value de Bitcoin, c'est de pouvoir gérer et héberger son propre nœud pour se rendre compte de qui a quoi à n'importe quel moment et d'avoir tout l'historique de la blockchain. Aujourd'hui, c'est possible de le faire sur Bitcoin. Sur Ethereum, c'est quand même bien plus compliqué et sur plein de blockchains, c'est même impossible. Mais si aujourd'hui, c'est possible de faire ça sur Bitcoin, avec l'augmentation de la taille des blocs, ou en tout cas la saturation des blocs, il y aura de plus en plus de données qui seront inscrites sur la blockchain. Donc forcément, la taille de la blockchain devrait augmenter. Donc ça pourrait devenir par la suite de plus en plus compliqué pour gérer tout simplement son propre nœud. Donc il y a des projections en fait avec les pires scénarios, tu vois, en rouge, en rose là, en rose pardon, en orange le scénario médian, et puis en bleu le plus on va dire le moins pire parmi tous ceux qui sont présentés. Mais tu vois, moi... En fait, c'est assez simple pour prendre le calcul. C'est qu'actuellement, on est entre 1 et 1 méga 5. Tu as un bloc toutes les 10 minutes, donc ça te fait entre 6 et 10 mégas par heure à peu près. Donc c'est hyper c'est hyper stable en fait. Tu peux vraiment le prévoir. Avec une évolution de la taille des disques durs, c'est globalement intéressant. Avec tout ce qui est loi de Moore et autres d'un point de vue informatique, on pourrait rentrer dedans, mais c'est pas du tout l'idée. Mais effectivement, si on commence à coller des blocs de 4 mégas, eh ben, on passe de, on va dire, 10 mégas par heure à directement beaucoup plus. Et ben là, effectivement, on se retrouve à la saturation, ce que tu es en train de montrer. Ouais. Ouais, et puis après, tu vois, moi, ma question que je me posais, et tu me corriges si je me trompe, mais pour moi, ça, c'est pas vraiment un problème, parce qu'en fait, on a l'impression que la limite, même si on est sur la limite supérieure, tu as parlé de la loi de Moore, mais on voit que les appareils, pour pouvoir stocker de l'information, en fait, ça évolue de manière exponentielle. Donc, d'ici 2037, stocker 3,41 terabytes d'informations, pour moi, ça pose pas de problème. Tu vois, on aura très largement de quoi le faire. Donc, ça posera pas, selon moi, je peux me tromper, mais ça posera pas de problème en termes de décentralisation ou juste pour quelqu'un qui souhaite héberger son nœud, parce qu'on aura la capacité de stocker ce genre d'infos. Pour moi, le problème, il n'est pas là, en fait. Alors, si on parle d'un point de vue stockage, on a quand même limité cette évolution. Ça augmente encore aujourd'hui, mais on se retrouve avec des problématiques de gravage des puces et autres. Donc, on n'aura plus une évolution comme on a eu sur, on va dire, les 20 dernières années. Ça va se calmer un petit peu, ça va continuer à augmenter, mais ça va se calmer un petit peu. Aujourd'hui, avoir 4 Tera de stockage, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est qu'en fait, ça va limiter la décentralisation et le nombre de personnes qui vont avoir un nœud. C'est qu'aujourd'hui, acheter un disque de 4 Tera, si on prend un stockage basique, ça vaut une centaine d'euros. C'est pas très cher. Mais ça veut dire de le gérer soi-même. Et si vous louez un serveur chez un hébergeur, 4 Tera, ça peut vous coûter vite très cher. Donc c'est aussi ça le problème, c'est qu'en fait, plus on va augmenter en termes de contraintes et de prérequis pour avoir son propre nœud, plus on risque de se recentraliser vers uniquement quelques acteurs qui proposeront ces solutions techniques pour les personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'informatique. Après, pour les personnes qui ont un certain background informatique et qui sont capables d'acheter du matériel par eux-mêmes, oui, là, il n'y a pas de problématique de ce côté-là. Par contre, pour le grand public qui souhaite avoir son propre nœud Bitcoin, eh bien, ils vont avoir tendance à se rapprocher uniquement de certains acteurs qui leur permettront de faire ce genre de choses. Donc, voilà, assez mitigé en tout cas, moi, sur cette partie-là. Je pense que plus les prérequis sont bas, plus ça permet d'avoir une bonne décentralisation. Mais si on a des prérequis qui sont trop bas, potentiellement, on peut avoir des problèmes de sécurité aussi qui sont liés avec. Donc, il faut trouver le juste milieu entre les deux, en fait. Et pas avoir une évolution qui soit trop rapide. C'est surtout ça, en fait. Il faut que l'évolution, elle soit maîtrisée et lissée, et pas qu'elle soit en pleine explosion. Et là, j'ai l'impression qu'avec les ordinals, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est que la blockchain, elle grossit beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu initialement. Et du coup, les plus petits risquent de perdre, on va dire, leur accès. Ouais, je comprends. Et après, tu vois, donc il y a les deux cas de figure. Tu as les gens qui vont dire que Bitcoin, sa proposition de valeur, c'est la réserve de valeur, et que tout ce qui est à côté, en fait, c'est du surplus, c'est pas un apport de caractéristiques supplémentaires qu'il faut faire pour Bitcoin parce que sa proposition de valeur est déjà présente. Et de l'autre côté, les autres qui vont dire Bitcoin, comme les crypto-monnaies, c'est censé être un marché libre, un marché qui n'est pas, tu vois, manipulé, ou sur lequel on a vraiment la capacité de pouvoir essayer tout un tas de choses et de voir en réalité ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'au départ, tu vois, quand Bitcoin a été lancé, beaucoup de personnes disaient, il y en a même encore aujourd'hui, mais qui disaient que le Bitcoin, ça n'avait pas de valeur, ça servait à rien, etc. Et en fait, la valeur, on se rend compte que c'est très subjectif. Tu laisses un lingot d'or par terre,
a priori, je pense que tu le ramasseras parce que tu sais que ça a de la valeur. Je laisse un lingot d'or par terre en Amazonie sur une tribu qui n'y en voit pas d'intérêt, ils vont pas le ramasser. Tu vois, tu laisses un lingot d'or auprès d'un singe, pareil, il s'en fout. Lui, il va pas s'en servir pour s'en nourrir. Donc, on se rend compte que même déjà à travers l'histoire, la valeur n'a pas été identique, qu'à travers le temps, ça n'a pas été la même chose. Et puis, pareil, en fonction des individus, en fonction de la culture, on voit que c'est quand même assez différent. Dans le Bitcoin, moi, j'y vois de la valeur parce qu'on a pour la première fois une plateforme de confiance dans laquelle on peut recevoir, envoyer et stocker de la valeur à travers l'espace et le temps, sans l'utilisation d'intermédiaires, avec une décentralisation, avec une résistance à la censure. Tu vois, pour moi, c'est vraiment des caractéristiques très importantes et qui ont fait justement la notoriété de Bitcoin. Mais c'est le marché libre qui a permis de dire aux gens, voilà, vous y voyez de la valeur, vous pouvez venir. Vous avez envie de participer à Bitcoin, vous n'avez pas besoin de montrer, entre guillemets, patte blanche, comme ce qu'on nous demande aujourd'hui avec les instituts bancaires pour accéder à tout un tas de services financiers. On ouvre un petit peu ce côté privilégié à tout le monde. Et donc, c'est un choix. Tu vois de la valeur, tu veux venir, bah, tu peux venir. Tu vois pas de la valeur, tu viens pas. Et je me dis un peu que les ordinals, c'est un peu pareil, dans le sens où, c'est ma réflexion là-dessus, c'est de dire, aujourd'hui, nous, on considère que bah, ce n'est pas forcément la proposition de valeur de Bitcoin, mais au final, qui on est nous pour dire c'est rien. En fait, c'est plutôt au marché de décider. Si ça n'a pas de la valeur, bah, en fait, il y aura un effet de mode. Et s'il y a de la valeur, ça sera conservé. C'est extrêmement important. C'est qu'il y a deux choses à prendre en compte. Il y a l'effet du marché, comme tu dis, qui va faire varier la valeur. Mais ça, la valeur des ordinals, j'ai envie de dire, c'est comme la valeur de certains NFT d'images. Chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Après, pour moi, on est sur un monde qui est quand même décentralisé. On est sur un mode qui est quand même très libertarien. Et c'est au groupe de développeurs de Bitcoin de passer une proposition et de dire votez. Tous ceux qui possèdent du Bitcoin, vous avez un droit de vote. Et vous autorisez ou non le fait qu'il y ait des ordinals qui soient collés dans des blocs, dans cette partie des blocs en tout cas. Et à partir de là, si la communauté accepte, très bien, bah, le marché fait ce qu'il a à faire. Soit la communauté refuse. Et du coup, il trouve une possibilité où, d'un point de vue logiciel, il bloque l'insertion des ordinals dessus pour retrouver des tailles de blocs qui sont standards. Moi, je suis plutôt sur cet aspect-là, en fait. Pour moi, en fait, tu vois, cette proposition qui a été faite par Cassero d'Armor, il a suivi les règles de consensus. Cette mise à jour, il n'a pas pu dire je fais seul ça. C'est pas une mise à jour. C'est pas une mise à jour, justement. C'est qu'il s'est aperçu que dans les mises à jour qui avaient été passées, il y avait un espace qui était utilisable, en fait. C'est un détournement des précédentes mises à jour. C'est pas un cas d'usage qui avait été pensé. Et donc, ce cas d'usage-là, il faut le soumettre à la communauté et dire est-ce que vous acceptez que ce cas d'usage en soit fait ou est-ce que vous n'acceptez pas? Et en fait, c'est ça, moi, que je trouve important, en fait. Un peu comme il y aurait un BIP, là, les améliorations du protocole qui est soumis. Là, il n'y a pas eu d'amélioration de protocole qui a été soumise, il n'y a pas eu de mise à jour. Et justement, c'est au core dev de Bitcoin de dire hé les gars, là, c'est peut-être allé un peu trop loin dans l'usage. Le détournement de l'usage premier, il n'est peut-être pas forcément là. Est-ce que la communauté, vous acceptez ce détournement ou vous ne l'acceptez pas? Et si vous ne l'acceptez pas, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place techniquement pour bloquer cet usage-là? Tu vois, c'est un petit peu, on te donne un marteau et tu te mets à ouvrir avec le bout du marteau des canettes. Oui, techniquement, ça marche. Mais ce n'est pas la proposition de valeur initiale du marteau, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, moi, je reste aussi convaincu du marché libre et de me dire, en fait, on ne sait pas aujourd'hui ce qui peut être intéressant pour la communauté, quelles seront les différentes applications qui pourront retourner de ces digital artefacts. En fait, on n'en a aucune idée. Et puis même des prochaines mises à jour, des prochaines inventions qui pourront être trouvées, parce qu'il y en aura sans doute. Et je me dis, je pense que la grosse proposition de valeur de la crypto de manière générale, c'est vraiment ce marché libre, de se dire, bah, moi, j'y vois de la valeur à titre personnel, j'y vais dessus, j'y vois pas de la valeur, je l'utilise pas. Là où ça peut poser des problèmes, c'est qu'au final, même ceux qui ne voient pas de la valeur, ils sont aussi impactés parce qu'on a parlé, tu vois, de la taille des blocs, des frais de transaction, etc. Ça peut impacter aussi même ceux qui ne sont pas forcément fervents défenseurs de ces trucs-là. Donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément de réponse. C'était plus sous forme d'échange, en fait, de voir un peu toi ce que tu en pensais. Et surtout, quand on entend parler, et c'est là on va parler un peu de l'espace de la manière de stocker les NFT. Ouais. Voilà. Parce que sur Internet, tu vois, on dit tout le temps, la proposition de valeur des ordinals, c'est, donc on ne parle pas de NFT, on parle de digital artefact encore une fois, pour la raison simple que toutes les informations qu'on retrouve, c'est stocké on-chain, avec le côté sécurité, décentralisation, etc., etc. Ce qui ne semble pas être le cas avec tous les NFT qu'on retrouve sur d'autres plateformes. Et c'est là où tu me disais,
la plupart du temps, les infos que tu retrouves sur Internet, c'est un peu n'importe quoi parce que souvent les gens ils savent pas comment sont stockés les NFT. Et du coup, voilà, si tu peux expliquer comment aujourd'hui sont stockés les NFT et est-ce que c'est vrai ce qu'on retrouve aujourd'hui, en tout cas la proposition de valeur des digital artefacts, et est-ce que ça infirme un peu ce qu'on retrouve sur d'autres blockchains? Parce qu'il y en a qui disent sur OpenSea, tu as des NFT, si OpenSea ferme, tu perds ton image de singe, ou aujourd'hui tu as une image de singe, mais si on change la redirection, tu te retrouves avec une image, j'en sais rien moi, d'une banane ou de n'importe quoi. Est-ce que ça c'est possible, ou est-ce que maintenant il y a d'autres manières de stocker, plus intelligentes, etc. etc. Comparer ce qui est comparable, coach. Ouais, je pense qu'effectivement, il faut repartir de la base. Et comme tu dis, les artefacts digital ou digital artefacts, en fonction de comment on veut l'appeler, c'est pas nouveau en fait. C'est pas les ordinateurs qui ont inventé ça. La première fois qu'on en a vu apparaître, en fait, c'est sur Ethereum. Vraiment, si on prend la partie développement des NFT, en fait, tous les digital artefacts sont des NFT et tous les NFT ne sont pas des digital artefacts. On va faire ça dans ce sens-là. C'est que par exemple, la première catégorie qu'on a vu apparaître dans ce bout-là, c'est ce qu'on appelle les autoglyphes. C'est une collection qui a été créée sous forme, pareil, de petites informations qu'on intégrait directement dans la blockchain Ethereum. Et l'avantage, c'est que ça avait un coût de stockage qui était relativement faible parce que c'était uniquement des traits, des lettres. Donc, ils ont pu faire quelque chose, mais ce n'était pas exceptionnel en termes d'image, c'était pas très beau. Après, il y a eu les CryptoPunks qui ont essayé d'apporter un peu plus d'informations et donc qui ont vraiment pu intégrer ces éléments-là. La manière la plus simple en fait de pouvoir voir comment sont stockés en fait les NFT, c'est que vous allez sur Etherscan, vous regardez dans le contrat et vous regardez, en fait, il y a un élément qui s'appelle Read Contract et vous avez ce qu'on appelle le token ID. C'est-à-dire que pour chaque NFT que vous allez avoir, vous avez un identifiant unique. Vous mettez le numéro de cet identifiant unique et là, on va vous ressortir toutes les données qui sont sur l'NFT. Quand c'est stocké on-chain, vous avez l'intégrité du NFT qui apparaît. Donc souvent, ce sont différents codes informatiques et souvent, vous retrouvez uniquement une partie des données dessus. Et c'est là où certains projets ont essayé de faire évoluer un petit peu les choses. Ils se sont dit, OK, au lieu d'essayer de stocker une image complète ou d'essayer de mettre la transcription de cette image sur la blockchain, on va mettre une image en base 64. Ça, c'est Onchain Monkey qui a essayé de faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris une image et ils l'ont mis, on va dire, au format texte. Vraiment, là, je parle vraiment de manière très grossière. Mais pour faire ça, ils avaient une certaine taille. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire des images qui étaient extrêmement grandes. On pouvait avoir que des petites images. Sauf que les personnes, elles ont commencé à avoir des images de plus en plus lourdes, de plus en plus évoluées. Et si on veut stocker, par exemple, une image qui fait 2-3 mégas sur la blockchain Ethereum, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et donc, ce n'était pas entendable quand on a une collection de 10 000 NFT à mettre en ligne directement sur la blockchain Ethereum. Donc là, il y avait deux propositions qui étaient possibles. On stockait les métadatas du NFT sur la blockchain Ethereum. Donc, par exemple, en disant, c'est un singe, le fond, il est orange, il y a telle rareté, il a tel trait de caractère et autres. Donc ça, on peut le stocker. C'est du texte. C'est relativement peu cher, en tout cas, à stocker dans la blockchain. Et après, le problème, c'est l'image. Où est-ce qu'on stocke cette image? Parce qu'une image, c'est ni plus ni moins que des bits de données. Et ça peut être une grosse quantité de bits de données. Donc, certaines personnes ont dit, OK, on va les stocker sur des serveurs qui sont centralisés, des gros ordinateurs. Le problème d'avoir ça sur un serveur qui est centralisé, c'est que demain, effectivement, si le serveur arrête de fonctionner, il n'y a plus de lien avec la blockchain. Parce que dans la blockchain, on met ni plus ni moins que l'URL qui va pointer vers cette image-là. Ou si demain, quelqu'un change l'image, potentiellement, ça peut arriver. Alors ça, les personnes qui développent encore de cette manière-là aujourd'hui, c'est globalement des charlatans et tous les gros projets ne fonctionnent plus comme ça parce qu'il n'y a aucun intérêt d'un point de vue sécurité, c'est une aberration pure et dure. Souvent, ce qui a été fait et ce qui a été réfléchi de manière plus intelligente, c'est de se dire, OK, la blockchain à la base, elle n'est pas faite pour stocker un gros volume de données. Ce n'est pas sa fonction première, elle n'a pas été conçue de cette manière-là. Même si aujourd'hui, on commence à avoir certaines blockchains qui permettent de faire du stockage, mais on voit que les coûts sont quand même encore assez élevés. Ils se sont dit, OK, on va utiliser une techno qui existe déjà depuis très longtemps, qui s'appelle en fait l'IPFS. L'IPFS, pour faire simple, c'est du peer-to-peer. C'est-à-dire qu'on va prendre un fichier, on va le découper en plein de petits morceaux, on va le mettre sur 50 ordinateurs du réseau différents. C'est un nombre arbitraire que je vous donne, mais on va le mettre sur plein d'ordinateurs différents. Et après, quand on va en avoir besoin, on va l'appeler et on va reconstruire les morceaux au fur et à mesure. Le gros avantage, c'est que ces morceaux-là, ils sont copiés sur plein d'ordinateurs. Le même morceau est copié sur plein d'ordinateurs. Ils sont chiffrés, donc les personnes qui mettent à disposition leurs ordinateurs ne peuvent pas accéder au contenu. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment résistant à la censure et qu'on ne peut pas supprimer ça comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans plein de NFT, et souvent c'est à peu près la majorité des cas qu'on trouve sur les NFT sur Ethereum, c'est qu'on va retrouver les métadatas qui sont directement mis dans la blockchain. Et dans ces métadatas-là, on va avoir le lien IPFS, qui ça va faire IPFS : et une chaîne de caractères,
qui va pointer vers l'image en question. Et si on passe par un explorateur d'IPFS, on va voir cette reconstruction en fait, qui est faite. Donc aujourd'hui, dire OpenSea ferme, je perds mon image de NFT, ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est une plateforme de marché qui permet de mettre à disposition certains éléments, qui permettent de faire de l'échange de NFT, faire de l'achat et la vente de NFT. Elle a permis également d'apporter une fonctionnalité qui est un petit peu particulière, qui s'appelle le Frozen IPFS, c'est-à-dire que les données sur l'IPFS, on va ne pas pouvoir les faire évoluer. Vous avez deux possibilités sur l'IPFS. Soit vous avez un document, par exemple, vous mettez un document Word. À chaque fois que vous allez faire une mise à jour, eh ben, il va se mettre à jour sur l'IPFS, mais vous allez garder le même lien, le même identifiant. Et après, si vous avez la possibilité de dire, OK, bah ça, je fais un frozen sur l'IPFS, je le bloque à un instant T, et à partir de là, si jamais le document est modifié, bah, il y aura un autre identifiant qui sera généré, donc ça ne sera plus tout la même chose. Donc, il n'y aura plus de lien avec la blockchain. Et donc, la meilleure manière de fonctionner a été un petit peu d'apporter ça. Après, il y a eu certaines personnes qui ont commencé à essayer de faire de l'hybride, mais ça, c'est valable, on va dire, avec du stockage pour les NFT, où c'est uniquement une chaîne de texte, où on va linker un lien vers un site web pour générer l'image en fonction du texte. Mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus utilisé, c'est des choses qui sont assez rares. Mais aujourd'hui, quand on parle des ordinals avec les artefacts numériques, c'est ni plus ni moins que ce qu'on retrouvait chez CryptoPunk, qui a été un projet qui a été massivement publié. Et donc, ça n'a pas de valeur, on va dire, supplémentaire. Et donc, c'est pour ça que le stockage, c'est un petit peu particulier, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et dire que demain, vous avez un NFT, la personne arrête un site web, vous n'avez plus votre NFT, bah, ça dépend de comment il est émis. Et donc, je vous invite à aller sur la blockchain Ethereum, sur Etherscan, voir comment est linké votre NFT. Et aujourd'hui, si vous allez voir, par exemple, les Bored Ape Yacht Club, eh ben, vous verrez que c'est écrit stockage décentralisé IPFS. Et pareil, sur OpenSea, vous pouvez voir si c'est écrit centralisé ou décentralisé. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller faire ses propres recherches pour vraiment comprendre comment ça marche, le stockage, parce que finalement, c'est pas extrêmement compliqué à partir du moment où on comprend qu'il y a la donnée en elle-même, donc l'image, et après les métadatas, donc ce sont toutes les données additionnelles qu'on va leur accrocher. Ouais, et puis tu vois, j'avais noté quelques commentaires que j'avais pu retrouver sur YouTube avec des réflexions justement que tu as pu faire là dans ton échange. Et ça rejoint un peu ce que tu disais. Tu vois, il y avait Darzone qui disait si OpenSea ferme, ça ne change rien pour les NFT, ils sont on-chain et ils pointent vers la source image vidéo qui est stockée soit sur un cloud type AWS ou IPFS pour la grande majorité. Il est donc toujours accessible depuis d'autres plateformes qui font l'interface. Pour les ordinals, je ne vois pas vraiment l'intérêt dans la majorité des cas. Peu de gens se préoccupent de savoir où leurs NFT sont stockés actuellement. Il peut y avoir un effet de spéculation sur la nouveauté. Ce sera certainement utilisé pour des trucs rares. Mais à moins de créer un nouvel usage à partir de tout ça, je reste assez indifférent. Et puis, il y avait Daryl qui disait, petite rectification, une grande partie des images des anciens NFT, notamment ceux de Solana, sont stockés sur Airwave, qui est parfaitement décentralisé. En effet, je préfère le output data de BTC. Mais tu vois, en fait… Voilà. C'est là où tu parlais de la blockchain. Je juste continue, je vas-y. reprendre derrière. Mais c'est pour la blockchain Arweave, justement, c'est là où je disais qu'il n'y avait pas la notion de stockage sur la blockchain aujourd'hui était extrêmement compliquée. Et justement, il y a des blockchains spécialisées qui sont en train de développer des écosystèmes dans ce secteur-là, dont Arweave, qui a cette proposition de valeur de dire eh ben, on va mettre à disposition de l'espace de stockage sur une blockchain pour être la plus décentralisée possible. Et donc, c'est globalement le concurrent de l'IPFS. On a Arweave sur la partie blockchain, il y en a d'autres, hein. Il y a Siacoin, Filecoin, il y en a plein d'autres qui utilisent la blockchain. Et après, on a IPFS qui dit non, mais nous, le fonctionnement du peer-to-peer, ça fonctionne très bien déjà depuis très longtemps. On sait comment ça fonctionne. Il n'y a pas forcément besoin d'apporter plus. Donc après, c'est un petit peu la guéguerre entre ceux qui préfèrent la techno-blockchain et ceux qui préfèrent le peer-to-peer. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous avez vu, c'est un sujet qui est quand même assez complexe, qui n'est pas forcément simple à appréhender. Après, moi, pour l'instant, je suis un peu comme Nickel, je reste assez dubitatif sur à quoi ça va servir, l'intérêt vraiment d'avoir ça sur Bitcoin, alors que ce n'était pas la proposition de valeur initiale. Bon, à voir ce que ça va donner, est-ce qu'il va y avoir d'autres applications. Mais attention aussi à ce que vous pouvez retrouver sur Internet, parce que oui, vous pouvez encore avoir certains NFT qui sont encore centralisés avec les problématiques que ça engendre. Mais voilà, c'est quand même des thématiques qui ont été… très largement travaillé, notamment sur Ethereum. Et puis, comme l'a dit Mickaël, il y a plein d'autres blockchains qui commencent à se développer dessus pour apporter ces nouvelles fonctionnalités. Donc, on voit que la proposition de valeur des digital artefacts, on peut comprendre d'où ça peut venir, mais ça ne prend pas forcément autant de sens si on ne rentre pas dans le détail et si on ne comprend pas
concrètement comment sont stockés aujourd'hui la majorité des NFT. Est-ce que c'est un système parfait? Non. D'ailleurs, que ce soit du côté Bitcoin, que ce soit du côté Ethereum, il n'y a aucun système qui est parfait. Mais ça reste, je trouve, fascinant de voir un petit peu la direction dans laquelle on va avancer, puisque aujourd'hui, on n'a encore aucune idée de ce que ça va donner, comment on va pouvoir éventuellement, quelles applications vont découler de tout ça, est-ce que ça va avoir plutôt un effet négatif ou positif. Donc, je reste encore l'esprit ouvert là-dessus. Je ne me suis pas encore fait d'opinion très précise en me disant soit ça va servir à rien, soit oui, ça va permettre d'ouvrir énormément d'autres fonctionnalités. Je reste vraiment l'esprit ouvert là-dessus pour ne pas me bloquer des nouvelles possibilités. Après, à titre personnel, je ne compte pas forcément en acheter. Je pense que c'est bien trop spéculatif pour le moment. Il y en a qui en ont vendu pas mal, et puis il y a un peu de tout qui commence à arriver. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas un marché qui m'intéresse. Tout comme le flipping de NFT, de toute façon, sur Ethereum, je n'en faisais pas. Et je peux comprendre que pour d'autres personnes, ça les intéresse. Donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant de terminer cette vidéo, Mickaël. Non, je pense qu'on a quand même bien Non. fait le tour du sujet. Après, effectivement, moi, du côté investissement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse sur le moment. La proposition de valeur, pour l'instant, je la trouve pas forcément là. Il y a effectivement du trading de ordinals à faire pour ceux qui ont vraiment envie de s'amuser avec ce genre de choses. Mais je pense que pour l'investissement à long terme, moi, j'ai une autre vision et j'ai pas forcément envie de rentrer dans cette spéculation-là. Ouais, moi, c'est pareil. On vous met tous les liens qu'il faut pour aller plus loin avec nous. Donc, vous avez un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé, vous avez aussi le lien pour réserver un appel téléphonique avec nous. Donc, vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et vous sélectionnez un créneau qui va vous correspondre avec les questions qui vous seront posées. Vous essayez d'y répondre de la manière la plus précise et les plus détaillée possible. Et on sera à plaisir après d'échanger avec vous directement. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.